Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve donc sur un exercice de méca général. Donc c'est un exercice sur la cinématique du solide. Donc on va directement entrer en matière avec l'énoncé suivant. On a donc c'est une partie d'une table vibrante, mais ça peut être assimilé voilà, à un repère comme celui-ci. Donc ici on a une masse O, une masse A et un point P. Donc il y a un ressort, une translation de O vers A suivant l'axe Z. Avec la translation Z, et puis une rotation dans le repère 1 et 2, avec un axe de rotation qu'on va définir plus tard, et puis la rotation θ. Alors, donc, je vous ai déjà dessiné le repère, mais quand on a un énoncé comme celui-ci, ce qu'il faut immédiatement faire, c'est faire le graphe des liaisons. Alors, on va commencer, donc on a trois classes d'équivalence cinématique, S0, S1 et S2, qu'on va réaliser ici sur le schéma. Donc S0, ça va appartenir au bâti, donc ici c'est le symbole du bâti. S1, ça va être la première masse, tac, qui va être la masse A. Et puis S2, ça va être ici le point P, puisqu'il est dans le repère 2. Ici S1 dans le repère 1, comme on peut le voir ici, et S0 dans le repère 0. Donc, tac. On a donc S0, S1 qui va former une liaison. Ici, comme on a une translation donc suivant Z, ça va être une glissière. Glissière d'axe. Donc là, pour donner l'axe, on va prendre un point qui appartient à cette translation, et puis l'axe, donc OZ. Et L1, 2, donc la deuxième liaison de notre énoncé, qui va être entre le repère 1 et le repère 2, ça va être une rotation, donc une liaison pivot d'axe. Donc là, l'axe, on va juste prendre l'axe du repère, de l'axe du orthonormé, qui va être l'axe X. Voilà. Et puis le point AX. Donc, une fois qu'on a fait cette partie, je vais numéroter, partie 1, on va devoir repérer combien il y a de paramètres dans cet énoncé. Ici, on peut en voir deux, donc le paramètre θ qui est un paramètre d'angle, et puis le paramètre z qui est un paramètre de translation. Imaginons par exemple qu'on avait une troisième rotation avec un paramètre bêta, on aurait dû faire trois figures. Ici, j'ai déjà écrit les deux figures paramétriques, donc elles ne sont pas complétées du tout, qu'on va devoir réaliser, sachant qu'on a deux paramètres θ et z. On commence par la translation, puisque c'est celle qui commence dans le repère 0 et qui va dans le repère 1. Donc, alors là, faire la translation, déjà, on va devoir immédiatement définir le repère. Ici, on se trouve dans le repère y0, z0. y0, z0. Et puis, on donne le troisième axe, qui va être ici x0. Ici, c'est assez évident, puisqu'on a les deux autres repères. Mais si jamais on n'en avait qu'un seul, donc on avait juste y0, il y a une astuce pour pouvoir donner donc, le troisième axe. Je vous l'écris ici. Alors, imaginons qu'on ait... Donc, il faut écrire hop, comme ça. Si jamais on a, par exemple, l'axe x, ici, on sait que dans le sens trigonométrique, donc dans ce sens-là, on aura forcément le repère qui va vers la droite. Donc si on a x à droite, on a y. Si on a y à droite, on a z. Donc on suit cet axe. De y vers z, comme ici. Si on a z, on se trouve ici, on a x. On va toujours dans ce sens de gauche vers la droite. Et donc ça peut nous donner tous les repères. Imaginons qu'ici on est z, à la place de y0. On se place ici. On va vers la droite. Donc du coup le prochain, ce sera x. Ici on a x, on se place là. Le prochain, ce sera y. Voilà. Mais ici on n'a pas besoin parce qu'on avait déjà les deux axes. Alors, l'axe de la translation, on le dessine comme ici. Voilà. Ici, donc, on nomme notre translation suivant Z. Et donc, on a le point O et puis le point A, puisque c'est une translation suivant Z.
de O vers A, comme on peut le voir ici, O vers A. Donc notre premier repère, c'est le repère Y0, ici, qui est déjà inscrit Y1, mais sinon on aurait pu le trouver nous-mêmes, hein, puisque forcément, ça va changer de repère. Et puis, on a ici donc X0, qui va translater en X1 ici. Donc le symbole, le rond là, ici, ça signifie l'axe orthonormé, donc l'axe qui vient vers nous. Et puis Z0 égale Z1, puisque c'est l'axe de translation. Et dès qu'on aura une translation, l'axe suivant lequel cela translate sera identique dans le repère 1 comme dans le repère 2, ou dans le repère 0 comme dans le repère 1, suivant la translation. Donc ici, on a notre figure paramétrique de la translation. Et donc, on va dessiner la figure paramétrique de la rotation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dès le début? On identifie le repère, ici Y1, Y2, parce que c'est une translation qui va de Y1 vers Y2, Z1, puisque, je rappelle, si on n'avait pas ici l'énoncé, on sait qu'on a Y ici, donc on se place là, le prochain dans ce sens-là, c'est Z. Donc, Z1, Z2, et ici, on a X1 qui est égal à X2, puisque c'est l'axe de rotation. Donc, quand ça va tourner avec un angle θ, on va directement inscrire ici, forcément, l'axe orthonormé va être égal dans le repère 1 comme dans le repère 2. Il faut savoir que la θ, il est dans le sens trigonométrique. Donc, je l'ai inscrit dans ce sens-là. Mais si jamais sur le schéma, il était dans le sens non trigonométrique, on l'aurait quand même représenté dans le sens trigonométrique, dans le sens positif, sur le schéma. Mais après qu'on aurait fait l'application numérique, à la place de mettre un plus, on aurait mis un moins. C'est tout. Mais on aurait forcément dû faire une figure exactement comme celle-ci, même si θ était dans l'autre sens. Donc là, notre figure, elle est correcte. La deuxième étape à faire immédiatement, ça va être donner les vitesses de rotation et les vitesses de translation suivant les deux figures paramétriques. Donc, sachant qu'une vitesse de translation comporte un point et un repère, une vitesse de rotation ne comporte qu'un repère. Donc ici, on a une vitesse de translation. On va prendre la vitesse au point A, puisque c'est le point A qui se déplace suivant Z par rapport au repère Y0. Donc la vitesse au point A de 1 par rapport à 0, elle va être égale à la dérivée de la position. Donc la position ici, c'est Z. Donc la dérivée de la position, c'est Z point. Et on donne forcément l'axe. Alors, ça va être Z point suivant Z0, Z1, qui sont égaux. Donc on va l'inscrire comme si Z0,1. Ça veut dire qu'on peut choisir celui qu'on veut, puisque Z0 égale Z1. Et puis forcément, la vitesse de rotation, donc dans laquelle on n'indique pas le point, on indique juste le repère, puisque la vitesse de rotation au point A comme au point O est la même, donc on n'a pas besoin d'indiquer le point. Elle est nulle, puisque les figures paramétriques ne ciblent qu'une seule liaison. Ça ne peut être qu'une rotation, qu'une translation, et pas les deux en même temps, sinon on aurait fait deux figures paramétriques. Je pense que c'est ce qu'on a fait, mais ici c'est parce que les liaisons sont distinctes. Donc là on a inscrit la vitesse de rotation et la vitesse de translation, on va faire pareil. Ici la vitesse au point A, puisque c'est le point qui est dans le repère 1 et dans le repère 2, puisque c'est le centre de rotation. Donc VA de 2 par rapport à 1, elle est nulle, puisque ce n'est qu'une rotation, donc on ne peut pas y avoir de translation, puisque A c'est le centre instantané de rotation. Donc on a VA de 2 par rapport à 1, ce qui est nul, et la vitesse de rotation de 2 par rapport à 1, qui est encore une fois en dérive la position, donc on dérive θ, qui est l'angle, θ point, et puis on donne forcément un axe, donc c'est l'axe de rotation, c'est l'axe sur lequel donc, ça tourne, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça a tourné comme ça. Donc du coup ce sera l'axe x1 qui est égal à x2, donc x1,2. Voilà, donc ici on a défini toutes les données nécessaires. Normalement, ces indications-là ne sont pas demandées. Les figures le sont, mais les indications ici, les vitesses ne sont pas demandées, mais elles sont extrêmement utiles. Et si vous ne le faites pas, ça va être beaucoup plus compliqué pour la suite. Donc,
Maintenant, alors, le but de l'exercice, ça va être de déterminer VP de 2 par rapport à 0, donc le point P qui est ici, de 2 donc dans ce repère, par rapport au bâti. Et ensuite, on déterminera l'accélération A de P de 2 par rapport à 0. Donc, on commence. VP de 2 par rapport à 0, qui correspond à la vitesse du point P de 2 par rapport à 0. Composé, c'est comme la relation de Schall pour les vecteurs, sauf qu'ici, on va les composer pour les vitesses. Donc, VP de 2 par rapport à 0, ça va être VP de 2 par rapport à 1, plus VP de 1 par rapport à 0. Donc, ça paraît tout à fait logique. 2 par rapport à 1, 1 par rapport à 0. Si on fait la relation de Schall, ça fait 2 par rapport à 0. Et ici, on va écrire VP. On ne connaît ni VP de 2 par rapport à 1, ni VP de 1 par rapport à 0. Ici, on a VA de 2 par rapport à 1 et VA de 1 par rapport à 0. Donc, on va utiliser la formule du changement de point. Donc, je vais vous l'écrire en rouge. Voilà. Ici, je vais vous mettre toutes les formules qu'on va utiliser. La première formule, donc c'est formule du changement de point, écrit comme ci. VP de 2 par rapport à 0, ça a marché pour tous les vecteurs. Mais c'est là donc je l'inscris avec les vecteurs qu'on a pour que ça soit plus simple. Pour que ce soit plus... donc, VP de 2 par rapport à 1, c'est égal à VA de 2 par rapport à 1, plus... Alors, le vecteur PA, je vais vous expliquer après comment on fait pour retrouver ça, plus le vecteur PA, vectoriel, la vitesse de rotation de 2 par rapport à 1. Alors, ici, on peut voir donc le vecteur vitesse qui nous intéresse, c'est celui-là. On va le décomposer suivant une vitesse de translation et une vitesse de rotation. Donc la vitesse de translation, c'est la vitesse au point, un point qu'on connaît, qui appartient forcément au repère 2 et au repère 1. Donc ici, il n'y a que le point A qui marche, mais sur un autre exercice, on aurait pu avoir plusieurs points qui auraient pu fonctionner. Donc VA de 2 par rapport à 1, plus le vecteur ici, ça va être le vecteur PA, toujours dans cet ordre-là. Le premier vecteur, enfin le premier point, avec le deuxième point après, PA, ici. Parce que si jamais on a écrit AP ici, on aurait eu un signe moins, et après ça aurait faussé tous les calculs. Donc PA et la vitesse de rotation, toujours dans le même repère, 2 par rapport à 1. Le repère, lui, il ne change pas, il reste le même, quelle que soit la vitesse. Donc, on a cette vitesse-là. Alors, donc on va inscrire ça. Donc VP de 2 par rapport à 0, c'est VP de 2 par rapport à 1. Donc ici, on sait que c'est VA de 2 par rapport à 1, plus PA, vectoriel, 2 par rapport à 1. Donc ça, c'est ce qu'on sait d'après la formule de changement de point. Et puis VP de 1 par rapport à 0, c'est exactement la même chose. Donc c'est-à-dire qu'on va déplacer le point P au point A, puisqu'on connaît la vitesse au point A, donc ça va donner VA de 1 par rapport à 0, plus, ici on a écrit V, donc ici, c'est la même formule, hein. VP de 1 par rapport à 0, c'est VA de 1 par rapport à 0, le repère ne change pas, plus PA, puisqu'on part du point P, on arrive au point A, plus PA, vectoriel, hop, vitesse de rotation du point 1 par rapport à 0, puisqu'on ne change pas le repère. Donc ici, je vais mettre des parenthèses, ce sera plus visible, on a nos deux vitesses, VP de 2 par rapport à 1 et VP de 1 par rapport à 0. Ensuite, on sait que, d'après, donc c'est là que c'est très important ce qu'on a écrit en haut, on sait que la vitesse au point A de 2 par rapport à 1, pardon, elle est nulle. On l'a inscrit ici. Ça peut aussi se justifier parce que c'est une rotation et la vitesse, c'est une vitesse de translation. Donc la vitesse est nulle. On barre. C'est égal à 0. Donc vecteur nul. Et on sait aussi que ici, la composante de la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0, ici est nulle. Donc on peut barrer. Égale 0. Et donc du coup, ça va nous simplifier grandement les calculs. VP de 2 par rapport à 0, c'est PA. Je ne fais que réécrire pour l'instant. PA de 2 par rapport à 1 plus VA de 1 par rapport à 0. On va juste réécrire ce qui n'était pas nul. Ensuite, VP de 2 par rapport à 0.
Alors, PA, ici d'après l'énoncé, on sait que c'est moins R, parce que la distance AP de A vers P, elle est égale à R. Donc la distance de P vers A, c'est égal à moins R. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas se tromper dans la formule du changement de point. Ici, on va du point P vers A, donc on écrit le vecteur PA. Si jamais on avait écrit AP, on aurait eu juste R, et du coup après on aurait eu des moins. Enfin, je pense qu'il aurait manqué un moins, ça aurait pas été bon. Moins R, et on écrit l'axe. Donc là, c'est l'axe Y2, puisque le point A et le point P appartiennent à cet axe-là, Y2. Vectoriel, on remplace la vitesse ici de rotation de 2 par rapport à 1, qu'on a inscrite ici, θ point x. Et ici, on peut choisir soit x1, soit x2. Mais pour faire un vectoriel, on sait qu'on peut faire un vectoriel uniquement avec deux vecteurs qui sont dans la même base. Donc ici, si j'ai écrit x1, il aurait fallu que je change le vecteur y2 dans la base 1. Ou inversement, justement, je peux écrire directement x2 pour que les deux vecteurs soient dans la même base et qu'on puisse faire le produit vectoriel. Plus, alors VA2 par rapport à 0, on remplace aussi z point, z, alors là 0, 1, on va laisser comme ça puisque, vous le verrez plus tard, ça va nous être utile. Donc, VP de 2 par rapport à 0. Alors là, donc le vectoriel entre y2 et x2, on va prendre exactement la même technique que je vous ai montré ici. Donc je vais réécrire pour ça plus propre. Y, z, x, y, z. Si jamais, par exemple, on a x vectoriel y. Évidemment, dans la même base. Hein, x0 vectoriel y0. On prend le point x. Le point y est à sa droite. Donc on met une flèche dans ce sens-là. C'est le sens, on va dire, logique, le sens d'écriture, de gauche vers droite. Donc ça va être 1 plus. Et on prend le vecteur qui suit, z. Donc ça va faire plus z. Donc du coup, ça va être égal à z. Si jamais on avait y vectoriel x. Pardon, j'ai oublié de mettre les symboles des vecteurs. Donc y, on prend le point y. Vectoriel x, donc on part dans ce sens-là. Donc ça va être le sens négatif. Et on prend le point qui suit, z, donc ça va faire moins z. Donc moins tac, z. Pareil, si on avait par exemple z vectoriel x, donc on prend le point z qui est là, hop, vectoriel x dans ce sens-là, donc c'est plus, et on prend le point qui suit, y, donc ça va faire y, et ainsi de suite. Comme ça, on a très facilement les vectoriels, où on peut aussi se dire, il faut que ce soit toujours dans l'ordre alphabétique. Si dans l'ordre alphabétique, ce sera plus, si dans l'ordre non alphabétique, ce sera moins. Par exemple, y, x, ce n'est pas dans l'ordre alphabétique, puisque dans l'ordre alphabétique, c'est x, y, z. Donc on a donc moins, et le vecteur qui suit, z. Donc ça va faire moins r θ point fois moins z. 2, parce que c'est dans la base 2, toujours. Après, ça simplifiera. Plus, donc là, on réécrit z0, z01. Et donc VP de 2 par rapport à 0, c'est moins par moins, ça fait plus. Donc R, θ point, z2, plus z point, z01. Et donc ça, hop, on l'encadre. C'est notre résultat. Donc ça, c'est le résultat de la vitesse de translation. On voit que c'est homogène puisqu'on a des vecteurs ajoutés à des vecteurs, donc ça donne un vecteur. On va essayer de déterminer l'accélération. Donc l'accélération du point P de 2 par rapport à 0. On sait que c'est la dérivée du vecteur vitesse, puisque si on dérive comme on l'a fait là, le vecteur position, on a la vitesse. Si on dérive la vitesse, on a l'accélération. Donc dérivée du vecteur P de 2 par rapport à 0. Okay. Et là, attention, il faut mettre la base dans laquelle on va dériver. Donc ici, c'est la base 0, puisque c'est la base d'arrivée. Comme on peut le voir ici. Base de départ, 2, base d'arrivée, 0. Donc, on inscrit la base 0. C'est égal, alors je vais juste remplacer la D de R θ point Z2 plus Z point Z01 sur dt et dans la base 0. Alors ici, on va identifier ce qui est constant.
qu'est-ce qui est constant, c'est-à-dire qui ne varie pas suivant le temps, ça va être R. C'est un peu pas beau. Ça va être R, et c'est tout. Puisque R, donc c'est la distance AP qui ne varie jamais, puisque ce n'est qu'une rotation, pardon. Θ point, ça varie. Z2, c'est le vecteur. Z point, ça varie, suivant le temps. Et Z01, pareil. Donc ici, on peut faire sortir R. Donc ça va faire R, la dérivée de θ point Z2 sur dt, dans la base 0, plus dérivée de Z point Z01 dans la base 0. Donc là, j'ai juste sorti le R de la dérivée. Puis, on a, alors pour faire la dérivée, la formule U', enfin UV, pardon, le tout prime, donc il n'y a pas de prime là. UV le tout prime, c'est U'(V) plus UV'. Et ici, on peut identifier, donc θ, on le remplace par U, et Z2 par V. Ici, ce sera pareil. Et donc du coup, on réécrit, donc je vous le réécris ici, AP de 2 par rapport à 0, c'est égal à, donc R entre parenthèses, puisque R n'est pas dérivé. Donc ici, U, donc la première partie va être U'(V), donc θ, point qu'on va dériver, donc ça va faire θ 2 points, Z2, puisque ici, V n'est pas dérivé, plus θ point, donc U n'est pas dérivé. Et là, la dérivée de Z2, dt dans la base 0, pour l'instant, on ne peut pas l'inscrire puisqu'on va utiliser une formule. On va faire pareil ici, plus, donc fin la parenthèse, la dérivée de Z point, puisqu'on remplace donc Z point par U et Z01 par V, donc ça va nous faire Z point point, Z01, donc là on a fait U'(V) plus UV', donc Z point qu'on ne dérive pas, et la dérivée de Z0 dans la base 0 dt. Sachant qu'ici, j'ai choisi 0 puisqu'on est dans la base 0 et ça va être plus simple le calcul. Si on avait choisi Z1, il aurait fallu faire la même formule que je vais vous montrer. Alors, la formule, c'est la suivante. Formule de dérivée. Donc, D de Z2, je prends un exemple ici, dans la base 0, notez bien, ce sera la dérivée de ce même vecteur, Z2 dt, dans la base 2, donc dans sa propre base, donc Z2 dans la base 2, plus la vitesse de rotation. Donc pour connaître la base, on fait toujours studio sur studio petit, donc 2 sur 0. Vectoriel, le vecteur, donc Z2. Alors, donc je répète, le vecteur dans la base 2, dans sa propre base, donc 2, 2. Ensuite, la vitesse de rotation, donc de 2 par rapport à 0, parce que c'est le chiffre du dessus sur celui du dessous. Et vectoriel, le vecteur qu'on cherche à dériver. Alors, il faut savoir que la dérivée d'un vecteur Z2 dans sa propre base, donc dérivée de Z2 dans Z2, et ben c'est nul. C'est égal à 0. Donc du coup, on peut réécrire cette formule comme étant juste la vitesse de rotation de 2 par rapport à 0, vectoriel Z2. Et ici, donc voilà, ça c'est la formule. Si on fait l'application, donc on transforme la vitesse de rotation de 2 par rapport à 0, on sait d'après la relation, pareil de Schall, c'est la vitesse de 2 par rapport à 1, plus la vitesse de 1 par rapport à 0, donc vectoriel Z2. Et on sait ici, d'après énoncé, que la vitesse de 2 par rapport à 1 est égale à θ.x en 2, donc c'est égal à θ.x 1, 2. Et la vitesse de 1 par rapport à 0, elle est nulle, vitesse de rotation. Donc on part. Vectoriel Z2. Et donc ici, je suis désolé, j'ai pas la place, donc on va réécrire là. C'est égal à. Alors, donc ici, on a le vecteur 1 ou le vecteur 2. Pour qu'on puisse faire un produit vectoriel, il faut forcément que ce soit dans la même base. Donc ici, on va mettre x2. On efface le 1, ou on l'écrit simplement pas. Hein. Donc x2 vectoriel z2. On prend la méthode que je vous ai montrée. X vectoriel z. Donc on est là.
on va jusqu'à z, donc on est dans le sens négatif. Ça fait moins, donc de x vers z. Et donc on prend le vecteur qui suit z, y, pardon, donc ça fait moins y2. Donc c'est égal à moins θ y2. θ parce qu'il était là. Et donc du coup, on va finir AP de 2 par rapport à 0, donc c'est R θ2 point Z2 plus θ point. Et là, donc, d de Z2 sur dt dans la base 0, c'est ça. Donc du coup, on va faire θ point fois θ point y2, donc ça fait moins, moins θ point carré, puisqu'on a θ point fois θ point, y2. Faire la parenthèse, plus z2 point z0, 1. Et ici, comme je vous l'ai dit dans cette formule-là, la dérivée d'un vecteur dans sa propre base, donc la dérivée du vecteur 0, z0 dans la base 0, et ben c'est nul. Donc du coup, on ne l'écrit pas. Et donc on a ici la vitesse de l'accélération. Donc là, je vous ai réécrit l'accélération qu'on avait trouvée précédemment. Et donc maintenant, on va projeter ces vecteurs pour que ce soit une accélération de P de 2 par rapport à 1 dans la même base. Donc ici, on va choisir la base 0, la base d'arrivée. Alors, donc le vecteur Z2 qu'on va projeter, Z2, on se réfère ici à nos figures. Donc c'est pour ça qu'on a fait nos figures paramétriques. Z2 qui est là, pardon, quand on le projette, donc Z2, on va d'abord le projeter dans la base 1, puis dans la base 0. Donc Z2 dans la base Z1, on sait que c'est, je vais vous l'écrire, je vais vous expliquer maintenant pourquoi, cos θ Z1 moins sin θ Y1. Alors pourquoi? En fait, ici, il y a deux méthodes. Soit on sait que le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, on a l'hypoténuse et adjacent. Donc du coup, on peut définir que Z2, c'est cos θ Z1. Soit, et pareil pour quand le projet suivant Y1, donc Y1, tac, on met comme ça. Et du coup, on peut projeter en ce sens-là avec l'hypoténuse et l'adjacent. Enfin plutôt l'adjacent et l'opposé pour le sinus. Soit on a une deuxième technique, c'est la technique des petits et des grands angles que je vais vous inscrire ici. Petit angle, c'est cos. Grand angle, c'est sin. Alors la technique, il faut faire une figure paramétrique avec forcément un petit angle toujours. Même si θ vaut 85, qui est proche de la verticale, on l'écrira, comme on dessinera comme ça. Et donc ici on a un petit angle. Enfin, on va plutôt se référer à celui-là. Donc on a un petit angle ici. Donc on sait que ça va être cos, un petit angle entre Z2 et Z1, donc cos de θ Z1. Donc c'est ce que j'ai écrit. Et si on veut projeter Z2 sur l'axe ici, Y1, ça fait un grand angle. Donc on a sin θ Y1. Évidemment, on a un moins puisque on se trouve avant l'origine, on se trouve de ce côté-là, donc ce sera moins. D'où le moins. Si jamais, par exemple, on voulait projeter Y2 sur le repère 1, donc on aura un petit angle ici, donc ça fait cos θ Y1, ici grand angle, plus sin θ Z1. Bah, du reste, c'est exactement ce qu'on va faire là maintenant. Y2 est égal, petit angle cos θ Y1, plus sin θ Z1, car on a ici donc un grand angle, avec donc projeté sur Z1. Donc on peut aussi le faire si jamais vous n'avez pas, enfin vous pensez que cette technique n'est pas faite pour vous, on peut aussi faire voilà, avec l'hypoténuse, l'adjacent et l'opposé. Donc voilà, et ici on remarque que Z1 est égal à Z0, comme on l'a marqué là. Donc du coup, Z2, c'est égal cos θ Z0, donc j'ai juste remplacé Z1 par Z0, et ici le Y1, on sait qu'il est égal à Y0, pourquoi? Parce que les deux repères, Y1 et Y0, sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles l'un avec l'autre, puisqu'il n'y a qu'une translation, et donc du coup on dira que le repère Y1 est égal au repère
y0. Donc, moins sin θ y0. Donc, je répète pourquoi. Ici, on a deux vecteurs collinéaires, donc le repère est égal. Ça va être la même chose pour x1 et x2, puisque on a x1 qui est comme ça, x0 qui est comme ça. Donc, les deux repères seront parallèles. Donc, x1 est égal à x0. Donc, on aurait pu aussi marquer là, hein, x1 égale x0 égale x1, qui est égal à x2. Donc, du coup, on réécrit aussi y2. y2, c'est cos θ. Ici, on a y1, on sait qu'il est égal à y0, donc y0 plus sin θ, z1, z1 égale z0, z0. Donc là, ça nous facilite la tâche puisque on a juste à projeter les vecteurs z2 dans la base 1 et on sait après que ça se projette aussi dans la base 0 puisque c'est égal. Mais si jamais on avait plusieurs figures de translation, de rotation, pardon, ça voudrait dire que, par exemple, on aurait, donc ça c'est faux, hein. Ce que je vous écris c'est pas du tout bon, y3, c'est pas énoncé en tout cas, on a y3 avec un angle bêta. Hop. Ce qu'on aurait dû faire ici, si on voulait projeter y3, ça aurait été, on le projette dans la base 2, donc là ici petit angle cos, pas cos θ, cos bêta du coup, y2, plus sin bêta z2, puisque du coup le vecteur orthonormal à celui-là c'est z2, c'est un grand angle. Et ensuite on aurait dû reprojeter y2 dans la base 1, qui, la base 1 est égale à la base 0, hein, suivant cet énoncé-là. Donc du coup ça nous aurait fait cos bêta et y2 dans la base 1, ça fait cos θ y1, donc facteur de cos θ y1, plus y2, quand on projette dans la base 1, ça va faire plus sinus θ z1. Donc là, on a juste projeté le vecteur y2 dans la base 1 et le vecteur z2 dans la base 1. Donc z2 dans la base 1, ça fait cos θ z1. Et là, ici, on a grand angle, donc sin, et sachant que c'est de ce côté-là, donc moins sin θ y1. Voilà. Et donc ça, c'était juste le vecteur y3 qu'on a projeté une première fois dans la base 2, puis une deuxième fois dans la base 1. Et ici, on remarque que y1 égale y0, z1 égale z0, mais c'est pas, imaginons, enfin que ce soit pas le cas, on aurait, si jamais y1 n'est pas égal à y0, on reprojette y0, donc ça nous aurait fait des cos de bêta, de cos de θ, de cos d'un autre angle. Enfin voilà, ça aurait été très long, mais ce n'est pas compliqué à comprendre. On a donc projeté z2 dans la base 0, y2 dans la base 0, donc on peut écrire AP de 2 par rapport à 0, c'est R θ point, donc là je ne fais que réécrire z2, donc cos θ z0 moins sin θ y0, j'ai juste réécrit z2, moins θ point carré y2, ici, fois cos θ y0 plus sin θ z0, on fait la parenthèse, plus z2 point, et ici z01, il est là dans la base 0, puisqu'on choisit soit 0, soit 1, donc z0, on enlève le 1 parce que ça ne sert à rien, puisque z0 égale z1, donc dans la base 0. Donc alors, donc maintenant, je vous ai dessiné donc, tous ceux qui étaient dans la base 0, dans la base y0. Alors, AP de 2 par rapport à 0, c'est égal, bon, je vais vous réécrire, ce sera plus simple. Rθ de point cos θ z0 moins Rθ de point sin θ y0 moins R, parce que R c'est dans la grande parenthèse, hein, R θ juste point, pardon, carré, θ point carré cos θ y0, c'est très long, mais il faut être très rigoureux si on ne veut pas se tromper. Sin θ z0 plus z2 point z0. Donc là, c'est égal. On va juste factoriser les vecteurs dans z0 et ceux dans y0. Donc, dans y0, on a celui-là, celui-là, c'est tout. Donc, ça va avec le moins facteur, donc moins R
θ de point. On aurait pu mettre aussi le R en facteur, mais bon. R θ de point sin θ plus R θ point carré cos θ égale 0. Donc là, il y a un plus parce que le moins, je l'ai factorisé, puisque on a 2 moins, donc je l'ai mis devant. Plus, et là, on va faire tous ceux qui sont suivants Z0, donc c'est ceux qui restent. R θ de point cos θ moins R θ point carré sin θ plus Z de point et le tout suivant Z0. Et donc là, on peut encadrer. Voilà. On a notre expression finale suivant Y0 et Z0. C'est donc l'accélération de P de 2 par rapport à 0. Et donc là, notre exercice, il est fini. Je vous remets énoncé si jamais vous vouliez le voir une deuxième fois. Vous avez ici les formules importantes. Donc à retenir, ça va être les formules de changement de point. Tac. Formule de changement de point et formule de dérivation dans une base qui n'est pas sa propre base. Voilà. Donc là, la vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu tout comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne continuation.